Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission. Et pour cette partie, m'a rejoint un nouvel invité, Maître Reti Hamouli. Vous êtes l'ancien président des avocats du TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Merci, Maître, de m'avoir rejoint. Mes deux autres avocats sont restés avec moi. Maître Kossi Godnadi, vous êtes avocat au barreau d'Evry en France. Et Maître Issaka Zampaligré est avocat au barreau de Paris. Le procès Hissène Habré est qualifié d'historique, de première réussite du continent dans la lutte contre les crimes de masse. Pour autant, celui-ci peut-il faire école désormais sur le continent? C'est un sujet de la rédaction signée Corinne Kamdem. Inédit, première, historique, des adjectifs qui sont souvent revenus pour qualifier le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré, condamné à la prison à vie par les chambres africaines extraordinaires pour des crimes contre l'humanité commis durant sa présidence de 1982 à 1990, le 30 mai 2016 à Dakar au Sénégal. Pour la première fois, au nom de la compétence universelle, un tribunal 100% africain a jugé un ancien dirigeant africain pour des crimes de droit international commis dans un autre État que celui où il a été jugé. Si le Sénégal a eu délégation de l'Union africaine dans le cadre donc de l'accord qui institue donc l'Union africaine et auquel est parti le Tchad, le Sénégal et les autres pays africains, ces jugements est donc un pas en avant. L'Afrique pose là une première pierre à partir de laquelle on peut déjà réfléchir et penser l'avènement d'une justice internationale à l'africaine pour régler les contentieux africains en Afrique par des Africains. Cette première a soulevé beaucoup d'espoir pour les victimes des régimes autoritaires africains. Cependant, est-ce que ce procès marque vraiment la fin de l'impunité des dirigeants africains pour les crimes les plus graves, ou serait-ce juste un précédent sans lendemain? Il y a deux choses qui me paraissent être des freins quant à une procédure africaine, purement africaine, concernant les éventuels jugements des présumés dictateurs. La première chose, c'est le financement, c'est le coût du procès. Et le procès d'Hissène Habré a coûté plus de 10 millions d'euros, dont 7 millions ont été versés par le Tchad, qui faisait le forcing pour que le procès arrive à son terme, 3 millions par l'Union africaine, et le reste par l'Union européenne. Donc vous voyez bien qu'il a fallu des financements divers pour aboutir à ce procès. Ce qui, dans l'avenir, peut causer de nombreuses difficultés s'il n'y a pas des donateurs ou des financements précis. Autre chose qu'il faut évoquer, c'est le fait que dans le procès d'Hissène Habré, il y a eu l'activisme du Tchad et du Sénégal. Le Sénégal est le pays d'accueil d'Hissène Habré qui était décidé à accepter d'accueillir ce procès et à aller au bout de ce procès avec l'activisme du président Idriss Déby. Qu'en sera-t-il le jour où on aura un État d'accueil qui n'acceptera pas de juger son hôte? C'est le cas aujourd'hui, par exemple, de la Côte d'Ivoire avec le président Compaoré. C'est des raisons sont des raisons qui poussent plus au scepticisme qu'à l'espoir. Jusqu'alors, les auteurs de génocide et autres criminels contre l'humanité du continent n'avaient été traduits que devant des tribunaux ad hoc créés sous l'égide des Nations Unies. Tribunal pénal international pour le Rwanda, Tribunal spécial pour la Sierra Leone ou la Cour pénale internationale de La Haye créée en 2002. Nombreux sont les analystes qui voient donc en CCAE l'affirmation d'une souveraineté de l'Afrique sur ses propres dossiers judiciaires. Il n'est pas de liberté sans souveraineté. Il n'est pas de nation sans souveraineté. Il n'est pas de citoyenneté sans souveraineté. Or, le grand défi de notre génération, nous jeunes Africains, est de parvenir à la pleine maîtrise de notre destin. Les partisans d'une souveraineté judiciaire africaine espèrent donc que le procès de l'ancien président tchadien incitera l'Union africaine et chaque État africain à suivre cet exemple afin que justice soit rendue à d'autres victimes dans d'autres pays du continent. Alors, messieurs les avocats, le but de notre émission, c'est de voir avec les éminents juristes que vous êtes si cette expérience judiciaire peut être répliquée ailleurs sur le continent. Alors, Maître Reti, dites-moi, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire véritablement que le procès Hissène Habré a marqué un tournant dans la lutte contre les crimes de masse sur le continent? Ben, disons, on peut
tout au plus constater ce qui est évident, c'est qu'il y a un chef d'État qui vient d'être condamné. Je voudrais déjà dire d'emblée que, bon, il y a une décision qui a été prise, je ne conteste pas les décisions de la justice, donc je les prends telles qu'elles sont. Mais aujourd'hui, il faut, pour que les gens, vos téléspectateurs comprennent très bien, il faut qu'ils sachent exactement comment on en est arrivé là. Or, en 2006 déjà, il y a 11 ans, l'Union africaine, lorsqu'il se saisissait de cette question, s'est demandé quelle était la bonne formule. Oui. Les juristes de l'Union africaine ont conclu que la bonne formule serait un tribunal ad hoc. Et un tribunal ad hoc, mais seulement ils se sont butés sur la question d'argent. Qui finance ce tribunal ad hoc? Il n'y avait pas d'argent. Mais un deuxième problème, c'était de dire... Mais avant que vous le continuez, maître, est-ce que c'est un argument sérieux que l'Union africaine dise qu'elle n'a pas d'argent pour financer un tribunal ad hoc? Ce procès ne pouvait-il pas être financé à 100% par l'Union africaine? Avions-nous besoin de l'Union européenne? Je pense pour ma part qu'il faut encore se poser la question de savoir, n'est-ce pas un gaspillage que de faire un tribunal ad hoc pour une seule personne? Ça, c'était la question fondamentale. Vous organisez pratiquement toute une juridiction et nous avons entendu parler des 7 millions, 3 millions, etc. Mais la question fondamentale, est-ce que le Tchad n'avait pas gagné à investir ces 7 millions pour organiser une très bonne procédure judiciaire sur le sol tchadien? Sur le sol tchadien, avec l'argent tchadien, parce que les 7 millions, c'est déjà beaucoup. Le Sénégal, au départ, demandait 27 millions. Il dit, d'euros, dites-vous? Si. D'accord. En 2008, Abdoulaye Wade a dit, écoutez, moi je veux bien le juger, mais il me faut l'argent. Et combien? 27 millions qu'il demandait. Et là, la Cour de cassation sénégalaise a dit, écoutez, de toute façon, nous ne sommes pas compétents. Nous ne sommes pas compétents. Après, la compétence, ils l'ont acquise, grâce notamment à l'accord conclu avec l'Union africaine. Oui, alors, ils ont acquis la compétence. Je ne sais pas s'ils ont acquis la compétence. Ils se sont organisés pour obtenir un financement. Et à partir de ce financement, l'Union africaine a dit, écoutez, je vous donne les moyens procéduraux et juridiques de pouvoir éventuellement vous saisir de cette affaire. Donc, nous nous sommes retrouvés dans une situation où une juridiction a été montée, où il n'y a qu'une seule personne qui a été jugée. À ce coût-là, moi je me dis tout simplement, la question c'est de savoir, était-il imaginable qu'Hissène Habré ait tué 40 000 personnes en étant seul, en exécutant seul et en faisant seul? La question que vous posez, et nous avons la chance d'avoir un avocat tchadien avec nous, la question que vous posez fait appel à d'éventuelles responsabilités extérieures. Maître Godnadji, effectivement, 82 à 90, Hissène Habré avait des alliés. Certainement, il avait des alliés. Et il s'appelle la France, les États-Unis. Les États-Unis. Qui le soutenaient contre la guerre contre Kadhafi, dans la guerre contre Kadhafi. Tout à fait. Donc, il n'est pas seul, ça c'est une évidence. Est-ce qu'on aurait dû aller jusque-là, aller chercher qui a pu soutenir Hissène Habré pour qu'il commette ces crimes abominables? C'est-à-dire moi je pense qu'il y a deux voies pour y arriver. C'est-à-dire que Hissène Habré lui-même aurait pu effectivement, dans le cadre de l'instruction de cette affaire, donner un certain nombre d'éléments. Bon, il a choisi le silence. Et puis, il y a aussi les moyens d'investigation que les chambres africaines ont pour aller au-delà. Et dire, bon, effectivement, il y a des complicités. Est-ce qu'il faut les mettre en cause ou pas? Donc, la question est là. Tout à l'heure, on évoquait la question de l'argent. Bien évidemment, ça, c'est le gros problème. Maître Zampaligré, on peut s'interroger sur la durée de la procédure. Quand on sait, par exemple, que la CPI va mettre pratiquement 10 ans pour juger Gbagbo. Il est incarcéré depuis 2011. On nous annonce que le procès risque de durer plus de 4 ans. Et là, en un an, les chambres africaines extraordinaires ont bouclé le dossier Hissène Habré. C'est regrettable de faire cette comparaison-là, mais c'est encore une fois une de nos inaptitudes à nous prendre en charge. Et il faudrait qu'à l'avenir, on puisse pouvoir dissocier le politique du judiciaire. En fait, le gros problème est là. Est-ce que nous sommes prêts à marcher sur la base des mêmes règles et pouvoir... Il faut que la justice passe et que les politiques la respectent.
Et ça, c'est valable pour tous les Africains. Quand on parviendra à ce niveau de compréhension, on n'aura pas besoin de faire venir des montagnes de témoins aux Pays-Bas pour parler des langues qu'ils souvent ils ne comprennent même pas, parce qu'un des nôtres se serait rendu coupable d'un crime contre l'humanité que nous avons nous-mêmes identifié. Parce que c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'à dire? La manière d'instruire le dossier des procureurs de la TPI n'est pas différente des procédures d'instruction, d'investigation, d'enquête de tous les procureurs de nos républiques. Il n'y a pas... Parce qu'ils vont prendre un avion, ils vont atterrir, ils vont être logés, et on va les aiguillonner pour toucher, quand ils instruisent à charge, les témoins qui permettent d'atteindre cet objectif. Donc, nous, encore une fois, je dis que nous avons un problème et il faudrait qu'un jour, on accepte que la justice passe et que même les politiques la respectent. Maître Godnadji, il a évoqué un point, Maître Retier a évoqué un point, c'est celui justement du financement. On a dépensé des milliards pour juger un seul individu. On verra même dans la troisième partie de notre émission que le fonds d'indemnisation des victimes est pour l'instant vide. Il n'y a encore rien du tout dedans. Mais on a dépensé des milliards pour juger un seul individu. Aurait-il fallu tout simplement trouver d'autres solutions? Laquelle? Moi, compte tenu du... C'est-à-dire renforcer, par exemple, la Cour africaine des droits de l'homme. Oui. L'idée existe au sein de l'Union africaine. Oui, l'idée existe et malheureusement, comme le dit mon confrère, c'est le politique qui bloque. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, je veux rebondir sur ce qu'ont dit mes deux confrères. S'il vous plaît. Rien ne s'oppose à ce que nous puissions mettre en place une cour commune dont les règles vont même s'inspirer de ce qu'on a forgé assez rapidement pour mettre en route cette cour, cette chambre africaine extraordinaire. Il existe l'idée d'une cour pénale africaine en gestation, enfin, au sein de l'Union africaine. Mais ça fait des années que cette idée existe. Elle traîne les pas, elle prend du temps à se matérialiser. Alors, ça veut dire que lorsque nous parviendrons à avoir une volonté politique à la mesure de ce transfert de souveraineté sur la justice, nous allons parvenir à cette solution, mais pas avant. Je crois qu'il y a un problème qui se pose au niveau... je crois que le problème, il est réellement politique. C'est qu'en Afrique, nous avons encore la difficulté à placer la justice dans l'arsenal de pouvoir. Le pouvoir judiciaire, en fait, quelque part en Afrique, généralement, il appartient à l'exécutif, au chef de l'État. Il est dans sa poche. Alors que ce qui fait la force des autres États occidentaux, qu'ils soient américains, russes, etc., c'est que l'état de droit est fort parce qu'il y a une justice forte. Un chef d'État a peur de la justice. Tout à fait. Tous ces ministres ont peur de la justice. Alors qu'en Afrique, la justice est d'abord dans la poche des gens. C'est ça le vrai problème. Donc on peut dire tout ce que l'on veut. Mais ici, moi, je ne voudrais pas vraiment arriver à m'énerver d'entendre que les Africains ont la prétention de pouvoir organiser quelque chose, alors qu'à la porte de chacun, il y a les 6 millions de Congolais qui ont été massacrés par d'autres Africains. Et l'Union africaine est incapable de broncher. Mais, Maître Godnadji, nous avons un cas qui va faire parler de lui dans les jours qui viennent. C'est celui de l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, qui est cité à comparaître devant la justice de son pays. Mais on le sait, il ne comparaîtrait pas, il sera jugé par contumace. Est-ce que finalement, la formule des chambres africaines extraordinaires nous met à l'abri de ces situations où on échappe à la justice finalement? Puisque si c'était le cas, la Côte d'Ivoire n'aurait eu aucun autre choix que de rendre, que de livrer. Mais de toutes les façons, je pense que c'est une bonne solution pour les victimes. Parce qu'aujourd'hui, il faut, s'ils veulent poursuivre M. Blaise Compaoré, qui a acquis la nationalité ivoirienne, il faut mener une procédure. Il n'y en a pas d'autre, 36. C'est-à-dire partir de l'exemple qui existe pour arriver à contraindre aujourd'hui les autorités ivoiriennes à dire, bon, mais on va essayer de trouver une solution pour que effectivement la justice passe. Je pense que c'est la meilleure formule.
Vous êtes plus concerné, Maître Zampaligré, par cet exemple-là, très rapidement. Réservé parce que le cas particulier du Burkina est un cas où l'exécutif... C'est le prochain ancien chef d'État poursuivi à comparaître. Pour son rôle dans des opérations de maintien de l'ordre. Oui. Voilà, donc une insurrection est arrivée, une réquisition de 3e niveau censée protéger les militaires a été dûment prise, et en conformité avec les textes en vigueur, et les mêmes textes sont encore à la disposition de l'actuel chef de l'État. Et si c'est un mimétisme mauvais, il est temps d'abandonner cet arsenal juridique-là en l'abrogeant et en revoyant mieux notre Constitution pour que, au-delà des 3 incriminations actuelles, à savoir la haute trahison, l'attentat à la Constitution, les détournements de deniers publics, il y ait aussi cette autre activité de réquisition complémentaire spéciale pouvant engendrer la mort en tant qu'inculpation du chef de l'État à titre personnel. Il le faudra. On verra donc ce que feront les autorités judiciaires de Burkina Faso. Maître Reti, très rapidement, est-ce que, financement intégral ou pas, est-ce qu'on peut dire quand même qu'avec l'exemple du président Hissène Habré, l'Afrique a montré quand même sa capacité à faire face de façon autonome aux crimes de masse? Moi, je dirais tout simplement que je ne souhaite pas que ça se répète. Je ne souhaite pas que ça se répète. C'est ce que nous souhaitons tous. Et ça ne devrait... Mais ça ne suffit pas pour que ça se répète. Ça ne devrait pas se répéter parce que aujourd'hui, ça s'est passé comme ça s'est passé. Vous vous êtes rendu compte que le Tchad a demandé à être accepté comme partie civile pour pouvoir éventuellement demander les dédommagements. Vous ne souhaitez pas que quoi se répète? Le procès ou les crimes de masse? Ce modèle-là... Ah, le modèle-là, d'accord. Je ne souhaite pas que ce modèle-là se répète parce que demain, j'ai du mal à imaginer... Très rapidement, pourquoi j'ai du mal à imaginer qu'un président rwandais soit jugé au Congo de manière équitable, qu'un président ivoirien soit jugé au Sénégal de manière équitable. Non. Si les États doivent éventuellement s'organiser, c'est de faire d'abord que la justice en interne fonctionne. Une fois que la justice en interne ne fonctionne pas, il faudra que la Cour, l'Union africaine prenne des dispositions pour se doter d'une véritable Cour africaine qui soit permanente et non pas de cours qui sont pratiquement faites pratiquement au cas par cas. De façon conjointe. On ne peut pas imaginer de créer une juridiction parce qu'un tel a commis un crime. Maître, je dois quelques secondes très rapidement. Juste préciser que même à l'échelle de l'Union africaine, il faudrait que ce soit avec des incriminations spécifiques. On ne va pas prendre toutes les incriminations. Avec un statut qui contient effectivement des incriminations très précises. Oui, quand on parle de crimes contre l'humanité, on comprend. Quand on parle de génocide, on comprend. Quand on parle de crimes de guerre, on comprend. Quand on parle Mais oui, là, il y a... Monsieur... Il y a une question fondamentale. Très rapidement, Maître... Il y a une question fondamentale qui se pose. C'est que nul ne peut être accusé de faits qui ne sont pas constitués... Oui, on est d'accord. Ça, c'est sûr. Nul crime, ni délit. Absolument. Écoutez, messieurs les avocats, je vous remercie d'avoir participé donc à ce débat en donnant le point de vue des techniciens du droit que vous êtes. Notre capacité à faire face aux crimes de masse se mesure également à notre capacité à prendre en charge les victimes des crimes de masse. Quelle a été la place et quelle est la place des victimes de Hissène Habré dans le procès qui vient de s'achever? On en parle dans la 3e partie de notre émission après une courte pause. Merci à vous, messieurs les avocats. Merci.